Bienvenue dans le débat. Il est consacré ce soir au lien entre Donald Trump et la Russie, à un mois de l'élection présidentielle aux États-Unis. Et alors que le Kremlin dément les affirmations d'un nouveau livre du journaliste américain Bob Woodward, selon lequel Poutine et Trump ont parlé 7 fois depuis son départ de la Maison-Blanche. Alors Donald Trump est-il un agent des Russes? A-t-il des liens avec des espions russes? Est-il sous influence du Kremlin quand il évoque ses positions sur l'OTAN et l'Ukraine? Pourrait-il faciliter l'ingérence de Moscou dans le scrutin du 5 novembre? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Antoine Wittkin. Bonsoir. À l'occasion justement de la sortie de votre documentaire, Antoine, Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique. Et ça sera diffusé sur France 5 le 20 octobre à 20h50. Bienvenue. En face de vous, notre correspondant en Géorgie, Régis Janté, bonsoir, qui est à Paris pour la sortie de son livre, cette fois, Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes. Et ce livre sort chez Grasset mercredi prochain, le 16 octobre. Bienvenue, Régis. Christine Dugon est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse associée à la chaire Risque IAE Paris-Sorbonne Business School. Vous êtes une spécialiste de géopolitique en Europe de l'Est et également autrice de L'influence, influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques. Et c'est à VA Édition. Merci donc d'être là. Trump est-il un agent des Russes? Alors c'est bien sûr une question qu'on se pose tout au long de votre documentaire, puisque vous y répondez, Antoine Wittkin. Votre documentaire Opération Donald Trump, vous avez interviewé notamment des anciens du KGB qui vous racontent la genèse des liens entre Donald Trump finalement et les Russes. On va regarder un extrait. I remember the head of a country stood up and said, "Does that mean that if Russia attacks my country, you will not be there?" That's right, that's what it means. I will not protect you. Pourquoi dit-il cela? Qui lui suggère ces choses? Ce sont les questions que nous nous posions et que les services de renseignement se posent encore. Quand il était président, qu'a-t-il dit à Vladimir Poutine qu'il ne voulait qu'aucun Américain n'entende? Il ne s'agit pas que de Trump. Le Parti républicain a changé vis-à-vis de la Russie. Jusqu'alors, il avait toujours été anti-soviétique, puis anti-russe. La question, c'est qui a planté cette graine? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Un sacré teaser, Antoine Wittkin. C'est monté comme un James Bond, comme un film d'espionnage. Et vous commencez avec les années 80 de Ronald Reagan, un président très anticommuniste à l'époque, et le KGB qui veut infiltrer le Parti républicain à l'époque pour l'influencer. Des espions russes sont envoyés aux États-Unis et c'est un peu là que tout commence, Antoine. Pourquoi cette obsession du KGB pour Reagan ? Alors, la Russie a toujours compensé une relative faiblesse militaire, en tout cas comparativement aux États-Unis, par l'espionnage. Donc ça rentre dans leur cadre de pensée. Et effectivement, tout commence dans les années 80, où l'Union soviétique est assez affaiblie et chancelle face à Reagan, donc président républicain traditionnel, donc qui porte des coups. Et les Russes, à ce moment-là, le KGB change de doctrine et décide de viser la droite américaine, avec des conséquences qui vont être importantes dans les années qui viendront et qui mèneront peu ou prou à ce que nous connaissons aujourd'hui avec le mouvement trumpiste, et puis des hommes d'affaires. Trump étant à l'époque un homme d'affaires assez en vue, mais pas associé aux républicains particulièrement. Et donc effectivement, c'est le point de départ, et c'est ce que je raconte dans le film. Les Russes déploient des agents infiltrés, des illégaux, comme ils appellent ça, et ils finissent par tamponner, comme ils disent dans le jargon, comme on dit dans le jargon du KGB, Donald Trump. Au cours d'une réception. Et vous dites, c'est un jeune investisseur à l'époque dans l'immobilier. Il a construit sa Trump Tower à Manhattan. Et on va regarder ces images justement de son premier voyage, ce voyage de Donald Trump et de sa femme, d'ailleurs en Union soviétique en 1987. Finalement, un voyage qui est organisé plus ou moins par le KGB.
Le voyage est organisé par le KGB au sens où Intourist, donc l'agence qui invite officiellement Trump, est un faux-nez du KGB, en tout cas est sous le contrôle du KGB. Sur les images je ne suis pas sûr que ce soit pour ça qu'il les fait venir. Je pense qu'ils sont assez opportunistes, les soviétiques, à ce moment-là. Ils ont besoin d'investissements étrangers. On est en 87, on est au moment de la détente avec l'Occident. Donc je pense qu'ils ont peut-être vraiment en tête le projet d'une tour. Toujours est-il qu'ils proposent une tour pas à n'importe qui, à quelqu'un qui s'appelle Trump, qui est un promoteur au bord de la faillite, qui fait affaire avec la mafia russe de New York, ce que le KGB ne peut pas ignorer, et qui, pour vous la faire très courte, se rend donc en Russie, parle de ses projets de tour qui sont avérés, revient à New York et qui, un mois seulement après son retour à New York, alors que jusqu'à présent, il avait quasiment jamais parlé de questions de politique étrangère, se paye pour $100 000 de pages dans les journaux contre l'Alliance Atlantique, avec le discours qu'il tient encore aujourd'hui sur l'Amérique paye pour les autres, et donne une interview à CNN, exactement à ce moment-là, un mois plus tard, en attaquant l'OTAN. Donc ça aussi, c'est un point de départ, effectivement. Point de départ. Régis Janté, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre de cette toute première visite de Donald Trump en Russie. Vous démarrez quasiment par ça aussi votre livre. Et vous écrivez d'ailleurs « Trump était une cible facile et idéale pour le KGB des années 70 et 80 ». Pourquoi ? Oui, effectivement. Parce qu'il avait de l'ambition, il avait beaucoup d'ego. Et sans doute, ce qui est très important dans son histoire personnelle, son ADN sociopolitique fait qu'il est très fasciné, en réalité, par les pouvoirs forts, etc. Déjà. Et donc, il va les intéresser. Dès 84, d'ailleurs, alors qu'à l'époque, il est déjà plus ou moins dans les radars du KGB, mais il va par exemple parler du nucléaire. Il veut s'imposer, c'est très surprenant, mais comme négociateur pour le désarmement nucléaire. Et en fait, ce qu'il propose est tout à fait à l'avantage des Soviétiques à l'époque de Moscou, déjà. Et là, on est plus dans son ADN, parce que c'est après, effectivement, c'est ce voyage de juillet 1987, là qui est, je crois, pour l'avoir travaillé côté russe, une vraie opération du KGB avec la fille de l'ambassadeur qui était une des résidentes du KGB aux États-Unis à l'époque et qui vont l'attirer en Russie, et il revient effectivement en disant des choses qu'il dit toujours et qui affaiblissent l'Europe, qui affaiblissent l'OTAN. Et dans votre documentaire, vous dites oui, c'était une proie facile pour les Russes, il aime les belles femmes. Et il se passe peut-être des choses au cours de ce voyage, on n'en sait toujours rien, mais effectivement, il n'est pas totalement exclu qu'il était mis sous surveillance, peut-être compromis, peut-être... Ça a été souvent dit, peut-être que c'est dans ce voyage-là ou dans un autre, qu'il aurait été l'objet d'une sextape dont les Russes disposeraient encore aujourd'hui. Donc il se passe quelque chose. Moi, je pense que c'est plus simple que ça. Je pense qu'effectivement, les Russes, il a un ego surdimensionné et les Russes lui disent « vous êtes formidable ». Il y a effectivement ce tropisme qu'on sent chez lui pour les hommes forts et l'autoritarisme. Sa vanité. Et puis sa volonté de revanche contre un establishment plus traditionnel américain. Je pense que les Russes, peut-être tout simplement, lui disent « vous êtes formidable, l'Amérique a besoin de vous pour régler les problèmes de la guerre froide. » Tout laisse penser que ce petit voyage à Moscou a incité Trump à croire en ses chances de devenir président des États-Unis d'Amérique. C'est ce que vous écrivez. Très vite, il va en parler, et très vite, à Moscou aussi, on commence à en parler, à dire que ça ferait un présidentiable de qualité, effectivement. Christine Dugouin, ces infiltrations d'espions russes aux États-Unis dans les années 80, on peut dire que c'est un peu les prémices de la guerre informationnelle que vont lancer les Russes contre l'Occident ? En fait, c'est l'héritage d'une tradition assez longue du KGB qu'on avait déjà pendant la période froide, où on avait des actions informationnelles, où on essayait d'avoir d'aimables correspondants ou de toucher des personnes qui allaient être stratégiques. Et stratégique pouvait s'entendre à plusieurs niveaux et à plusieurs échelles de temporalité. C'est-à-dire, vous pouviez essayer d'aller trouver quelqu'un qui était déjà en place, qui était déjà un dirigeant, un patron d'entreprise, peu importe. Et là, on va retomber sur le fameux MICE, donc ces facteurs qui permettent d'aller tamponner ou d'aller avoir prise sur une personne. Donc la petite souris sympathique du MICE qui revient à l'argent, donc money en anglais, l'idéologie, la corruption, et là on va rentrer notamment dans l'argent, et tout ce qui sera du domaine de l'ego, ce qui fait un petit peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure, messieurs. Donc soit on pouvait essayer effectivement d'avoir des éléments qui faisaient bras du chantage, alors qui pouvaient être sur ces différents niveaux-là, soit parfois on allait essayer de positionner des appuis sur un temps beaucoup plus long. On a pu le faire avec des jeunes profils prometteurs parce que
pouvant devenir des puissances économiques, pouvant, parce qu'il y avait une puissance économique, potentiellement prétendre à des mandats. On a eu aussi des travaux qui sont faits avec les universitaires, notamment pour travailler sur ce volet-là. Donc tout ça, c'est quelque chose qui était déjà fait et qu'on va remettre en œuvre et qui ont grossi avec l'approche informationnelle que l'on peut voir aujourd'hui et avec les réseaux et puis la digitalisation de la population. Régis, il faut revenir aussi sur les liens entre Donald Trump et toute une série de mafieux, la mafia rouge. Hein, vous dites, derrière chaque mafieux rouge se cache un KGBiste, c'est un peu ça. Oui, c'est vraiment ça. Ça, c'est très spécifique à la formation de la mafia à l'époque soviétique, et qui se forme notamment dans les camps. Et donc, c'est très lié au système pénitentiaire, en réalité. Et on est dans un régime totalitaire. Et effectivement, si la mafia va pouvoir faire quelque chose, elle ne pourra le faire qu'avec une forme d'autorisation de ceux qui ont le pouvoir, ce qu'on appelle les siloviki, les hommes de force, autrement dit le KGB, pour le dire en résumé, la police, quoi. Donc ça, effectivement, ensuite, ça va venir plus tard. C'est la manière dont on va cultiver Trump. Parce que Trump n'est pas un agent en tant que tel. Les gens des services de sécurité américains avec qui j'ai pu parler disent que c'est pas un agent. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un dont on dit, toi, tu vas nous donner de l'information, voici de l'argent. Donc ça a été plus subtil que ça. On parle de contact confidentiel selon la phraséologie, le vocabulaire du KGB de l'époque et d'aujourd'hui encore, je crois. C'est-à-dire quelqu'un qu'on cultive, à qui on rend des services et qui fait qu'il est dans votre giron et que vous utilisez dans vos intérêts, quoi. C'est un vrai travail. Il y a tout un travail avant de préparation, parce qu'à ce moment-là, l'URSS comprend qu'elle est complètement en train de perdre. C'est une grande époque d'espionnage. 1985, c'est l'année de l'espionnage, on l'a baptisé comme ça. Et on a désormais des documents qui ont été exfiltrés du KGB de l'époque, qui montrent tous les 2 ans comment est-ce qu'on réfléchissait à ces échecs, comment améliorer le recrutement, l'information, le renseignement, etc. Et là, on sait par exemple qu'effectivement, les hommes d'affaires, par exemple, étaient des types de personnalités qu'il fallait aller tamponner. Antoine, comment justement le décrivait-il, votre agent, votre ex-agent du KGB dans le film Donald Trump ? Exactement en ces termes. On n'a pas toutes les réponses quand même à ces questions qu'on se pose. Ce dont on s'aperçoit, pour prolonger ce que Régis vient de dire, c'est que effectivement, depuis ces moments-là, depuis ces moments où il est devenu ce que les Russes soviétiques appelaient un contact confidentiel, il n'a cessé d'aller dans le sens de l'Union soviétique, puis de la Russie de Poutine. Bon, ça c'est une chose. Et effectivement, on voit très bien qu'il est certainement convaincu, mais il est par ailleurs sous influence très nette de la Russie aujourd'hui, de manière assez machiavélique. La question que moi je me pose encore, c'est est-ce qu'il est tenu ? Parce que c'est pas exactement la même chose. Être sous influence, vous faites ce que les Russes ou Poutine veut que vous fassiez, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qui se passerait le jour où Trump ne voudrait pas faire ce que les Russes voudraient qu'il fasse ? Et là, toute la question est là. Et c'est là où effectivement on peut nourrir les soupçons que nous nourrissons sur ce plateau ce soir, en se disant qu'il y a peut-être des compromates, comme les Russes le disent, sur lui, qui pourraient faire l'objet, qui pourraient sortir, qui peuvent être effectivement d'ordre sexuel ou bien d'ordre financier. Moi, j'incline également plutôt pour cette thèse-là, parce que Trump, par ailleurs, pendant ces années au cours desquelles il a été cultivé, effectivement, s'est vu offrir des valises de dollars par des mafieux russes, des mafieux soviétiques, c'est une première chose. Mais jusqu'en 2015, il s'est vu proposer, par exemple, en pleine campagne électorale américaine, la construction d'une tour à Moscou, avec des voyages d'affaires de ses proches. Et puis il y a tous ces Russes qui vont investir dans sa tour. À partir des années 80. À partir des années 80, donc un peu plus tard, où là, effectivement, il y a toute une mafia qui va investir dans différents appartements. Et là, donc une création aussi de toute une nébuleuse autour de lui. Un mot, justement, Christine Dugouin. Alors, on voit bien dans votre documentaire que Vladimir Poutine est déjà là. Hein. On le voit très jeune. Il est au KGB, bien sûr, au sein du KGB. Il n'était pas suffisamment brillant pour être envoyé, lui, à l'étranger, alors que c'est ce qu'il souhaitait. Finalement, Christine Dugouin, il veut prendre sa revanche, Poutine, justement, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Il a décrit l'effondrement de l'URSS comme étant la plus grande catastrophe à laquelle il est assisté, donc les choses sont assez claires. Donc effectivement, mais par contre, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que quand il était donc en poste à Saint-Pétersbourg, alors que vous avez cet effondrement, Saint-Pétersbourg est un endroit par lequel arrive énormément de flux, de produits et de flux financiers, ce qui permet d'arriver à avoir une force de frappe, d'arriver à finalement faire une capitalisation que vous utiliserez comme bon vous semblera après. Et peut-être pour revenir, en fait, ce travail qui est fait sur
les élites politiques. C'est quelque chose que l'on voit dans d'autres États avec des tentatives de rentrer avec des élus de différents niveaux, y compris sur des niveaux qui peuvent paraître pas forcément extrêmement utile, c'est-à-dire du niveau local. Sauf que quand vous regardez, pourquoi ? Parce que vous êtes en prise directe avec la population et c'est ce que l'on avait pu voir. Les gens vont être emmenés en Russie sur des voyages très bien organisés et en règle générale back-upés par les services qui conviennent, à qui on montrera ce que l'on veut bien montrer et qui pourront ensuite aller porter la bonne parole. Et puis un dernier point aussi, et là je reviendrai sur l'idéologie, c'est qu'entre Trump et Poutine, il y a quand même des points d'intérêt communs si on regarde, par exemple, leur perception de l'Union européenne. Côté Russie, eh bien, on est sur une Union européenne qui est un projet politique et qui est un projet social qui est assez inacceptable, hein, puisqu'on a cet enjeu-là, ce qu'on a vu sur l'Ukraine, hein, c'est-à-dire que finalement, les Ukrainiens préféraient le projet social européen à ceux qui étaient offerts par la Russie, ce qui affaiblissait l'approche idéologique et tout le narratif moscovite. Et côté Trump, on est sur une approche multilatéraliste, on est sur une approche de négociation entre États et potentiellement sur un pouvoir économique qui est dérangeant. Et si on ajoute là-dessus la politique européenne que l'on verra sur les réseaux sociaux, sur les tentatives de régulation ou sur de l'intelligence artificielle, vous êtes très clairement à l'opposé de ce que souhaiterait Donald Trump. Régis, vous dites Poutine a une forme de mépris pour l'Amérique et Trump, finalement, est une bénédiction pour Poutine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'espèce de collusion qu'on peut voir entre les deux personnages, à vrai dire, entre le personnage Trump et puis l'appareil autour de Poutine, effectivement, comment dire, il y a un mépris parce que ce qui compte pour Poutine, c'est que le principal obstacle au développement de la puissance, l'assurance de puissance que peut avoir la Russie, ce sont les États-Unis. Donc, c'est de les affaiblir. Et dans la vision parfois un peu messianique que M. Poutine peut avoir, en tout cas, il le dit avec ces mots-là, je ne suis pas sûr que ce soit un grand croyant. Effectivement, il va plutôt voir Trump comme une sorte d'antéchrist, de quelqu'un qui sera capable de détruire l'Amérique, en tout cas de l'affaiblir sur la scène internationale et donc donner à la Russie la possibilité d'avoir toute la puissance que lui estime qu'elle doit avoir, effectivement. Donc c'est ça le pari certainement sur Trump, mais en même temps, Poutine joue en permanence sur l'ambiguïté lorsqu'on lui demande au début de l'année est-ce que vous préférez Biden, à l'époque c'était lui le candidat, ou Trump, et il dit je préfère Biden, il est plus prévisible, alors que Trump, en 87, disait déjà les mêmes choses qu'il dit aujourd'hui et qui sont exactement ce que Moscou veut entendre. Et Poutine ment d'évidence. Oui. Il ment parce qu'il soutient Trump. Il veut soutenir Trump. Absolument. En 2016, en tout cas, vous montrez bien dans votre documentaire, Antoine, que clairement, les Russes ont choisi leur candidat. C'est Trump face à Hillary Clinton. Les démocrates, en fait, ils ne les aiment pas, Vladimir Poutine. Ils n'aimaient pas Barack Obama. Il ne choisit pas Trump par hasard, quand même. On l'a vu, mais au-delà même... Il n'aime personne. Enfin, il n'aime pas les Américains. Mais il aime Trump. Il aime Trump. Il a compris que Trump est une possibilité pour lui de faire ce qu'il a envie de faire, qui est effectivement, Christine, tu as parfaitement raison, l'Europe, et puis l'Ukraine. Son grand projet pendant ces années-là, je rappelle qu'en 2014, il envahit l'Ukraine. Son grand projet, c'est l'Ukraine. Et il sent qu'avec Trump, il a quelqu'un en face de lui qui peut le mener à affaiblir le soutien américain à l'Ukraine, qui était d'ailleurs pas extrêmement fort avec Obama. Donc il aurait pu parfaitement se contenter. Obama n'a jamais rien fait qui pose un problème majeur à Poutine. Donc je crois vraiment que... Et puis, Poutine, il se méfiait plus de Hillary Clinton. Poutine prend ce qu'il a en face de lui. Trump n'est pas qu'un produit d'une opération russe, évidemment. Il a gagné des élections, il a été élu par des Américains qu'il a réussi à embobiner. Donc Poutine est évidemment pragmatique. Mais évidemment, Poutine qui rencontre pour la première fois Trump en 2017 à Hambourg est un ancien agent du KGB qui ressort ses fiches et qui, effectivement, s'aperçoit, il s'en est aperçu dans les années précédentes, que Trump est quelqu'un que les services de renseignement russes cultivent et connaissent et que donc Trump pourrait être un atout. 2016, en tout cas, ces élections, donc Trump versus Hillary Clinton, Christine Dugouin, on peut dire que là, ils ont choisi leur candidat, les Russes. Elle va devenir une véritable opération d'ingérence des Russes avec les piratages d'emails d'Hillary Clinton, avec l'aide de Wikileaks, vous le montrez très bien dans votre documentaire, vous en parlez aussi dans votre livre. Et puis tous ces trolls qui inondent les médias, c'est vraiment la première fois qu'on ait une telle ingérence, en fait, aux États-Unis, une telle ingérence russe. Et finalement, c'est dans la continuité de tout ce qu'on vient de décrire.
Alors, en fait, mettre la main dans les processus électoraux, là encore, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Par contre, et ça a été d'ailleurs une forme de choc, si ce n'est une révélation pour les opinions publiques, c'est le fait de pouvoir utiliser des réseaux sociaux et notamment toutes les données qu'on pouvait collecter sur ces réseaux sociaux pour définir, avec un petit peu de psychométrie, les profils des votants. Et à partir de là, vous savez qui serait plus sensible, en tout cas de ne pas être décidé, et sur lequel vous pourriez essayer de travailler pour infléchir sa décision dans le sens qui vous agréait. Donc ça a été une véritable révélation que l'on a pu voir. D'autres ont suivi. On pourrait parler des leaks dans les élections présidentielles françaises en 2017. On pourrait parler du jeu dans les élections du Brexit. Les élections allemandes ont aussi été perturbées. Donc tout ça, c'est quelque chose que l'on a vu de manière assez régulière et assez récurrente. La question est de savoir quel est le poids de ces opérations dans le vote final. C'est toujours quelque chose qui est assez délicat finalement à mener, puisque par nature, on est réactif, c'est-à-dire qu'on voit l'opération quand elle arrive, et tout cela est l'objet de beaucoup de facteurs différents. Néanmoins, on a un travail qui est récurrent pour aller infléchir les processus démocratiques dans les différents pays, soit pour essayer de faire pencher la balance pour des candidats qui seraient plutôt favorables à la politique russe, à la position russe, voire à la vision du monde russe, soit pour simplement arriver à avoir des éléments qui vont être clivants et qui vont participer à avoir une société morcelée, donc à créer des troubles. Et plus vous allez avoir de troubles, plus vous pourrez mener les solutions qui vous arrangent. Une vraie tentative de déstabilisation, en tout cas, de ce scrutin. Régis, toute cette espèce de nébuleuse autour du candidat Trump à l'époque, Michael Flynn, Paul Manafort, Carter Page, Dimitri Sims, Michael Cohen, George Papadopoulos également, ils sont tous en fait, en quelque sorte, à la solde des Russes. Oui, effectivement. Alors, c'est aussi que dès lors qu'on avait un candidat qui se trouvait favorable aux Russes, tous ceux que ça pouvait intéresser, qui avaient des contacts, qui pouvaient aussi monnayer pour faire leur carrière, Papadopoulos, par exemple, ou comment s'appelle-t-il, Page, Carter Page, quelqu'un qui ne sont pas forcément des gens très importants. Donc, à un moment donné, ils ont un candidat qui mise sur une amélioration de la relation avec la Russie. C'est comme ça qu'elle est présentée par M. Trump, et pourquoi pas. Et à ce moment-là, vous avez des personnages comme ça qui ont des contacts ou bien qui sont sollicités et qui, dans l'équipe de campagne, vont s'en servir pour monter dans la hiérarchie, accéder au plus haut niveau et se promettre une belle carrière. Donc il y a ça aussi. Et puis on voit bien, ou en tout cas on devine, ou on peut en tout cas avoir un soupçon, qu'un certain nombre de personnages l'approchent aussi, parce qu'eux sont téléguidés par Moscou. Et vous parliez de Manafort, par exemple, qui avait employé un monsieur qui s'appelle Kilimnik, qui est non pas quelqu'un manipulé par les services russes, mais qui est un officier directement des services russes, qui avait travaillé par un oligarque pour qui ce Manafort avait travaillé, et qui tout d'un coup se rappelle à son bon souvenir au moment où Trump s'engage dans la campagne, et qui là va essayer d'établir un lien à travers un oligarque, Oleg Deripaska, avec le Kremlin pour faire passer des messages où chacun, évidemment, joue ses cartes. L'oligarque voudrait faire lever des sanctions qu'il a contre lui pour vendre de l'aluminium aux États-Unis, et en même temps, ça lui permet de se faire briller auprès du Kremlin. Donc il y a aussi toute cette dynamique qui est très humaine et qu'on retrouve toujours dans l'histoire. C'est pas un plan écrit au départ qui ensuite est appliqué, mais c'est un jeu de force comme ça qui se cristallise autour d'un personnage. Anton Vitkine. Oui, ce qui est intéressant, c'est que le FBI a identifié au moins une vingtaine de personnes autour de l'entourage proche de Trump avec des liens extrêmement suspects avec la Russie. Et là aussi, revenons aux années 80, les soviétiques ne se contentent pas de Donald Trump. Comme je vous le disais, ils ont cette logique d'infiltration de la droite américaine. J'ai rencontré par exemple un ancien illégal soviétique qui m'a dit, dans mon carnet de mission, on m'a dit, tu vas dans tel think tank, très à droite, pour aller identifier des futures élites. Des gens plutôt jeunes, et pour leur mettre la main dessus, pour les compromettre, pour les influencer, tout ce que vous voulez. On parle de la Heritage Foundation, et alors, d'ailleurs. Il ne m'a pas cité la Heritage Foundation, mais on comprend un peu dans votre documentaire. Exactement, vous en arrivez là où je veux en venir. Et donc, il y a un écosystème qui est également, lui aussi, tout ce qu'on disait sur Trump, peut être dupliqué avec des gens, avec Monsieur X, jeune stagiaire à la Heritage Foundation, où vous voulez, dans les années 80, qui se fait mettre le grappin dessus par les soviétiques exactement dans ces conditions, et qui, quand effectivement Trump surgit de sa boîte en 2015 et se présente, se réactive de lui-même ou est réactivé, et en tout cas à nouveau
les Russes, là, cette fois, les services de renseignement russes se disent on le connaît et donc on va pouvoir le contraindre à faire ce qu'on a envie qu'il fasse à notre service auprès de Trump. Le Heritage Foundation, qui est donc un think tank conservateur, j'explique aux téléspectateurs, qui est très impliqué dans la campagne même actuelle de Donald Trump, puisqu'ils ont un projet de mettre en place tout un ensemble de personnalités choisies par cette fondation très conservatrice, et qui a donc peut-être des liens avec les Russes. Là encore, on est sur un format qui est assez classique, c'est-à-dire qu'elle est travaillée pour avoir soit des structures que vous allez quasiment monter ex nihilo, c'est-à-dire vous allez la créer avec des personnes choisies, puis vous allez embaucher des gens qui ne sont pas forcément au courant, après qui peuvent adhérer pour des questions personnelles, d'idéologie, enfin voilà, on pourrait parler d'idiots utiles. Donc vous pouvez complètement arriver à ce schéma-là, ou alors d'infiltrer des structures qui vont permettre soit d'infléchir, alors si on parle de think tank, les conseils politiques qui vont être donnés, voire de diffuser des papiers qui vont bénéficier d'une forme de légitimité parce qu'il y aura une solidité et qui vont participer à façonner une opinion publique qui sera donc préparée à ce que vous puissiez avoir un argument que vous allez utiliser, soit de manière opportuniste, parce que l'occasion se présente. Il ne faut pas oublier qu'il y a un vrai côté opportuniste. Au niveau de la Russie, il y a vraiment ce travail sur 2 temps. On va essayer de mettre des choses en place, et si l'opportunité se présente, on va la saisir, parfois avec plus ou moins d'adresse. C'est ce que l'on voit, et on sait notamment que depuis 2014-2016 et plus récemment depuis en post-Covid, que ce soit les universitaires ou les think tanks sont des cibles de choix en matière d'influence et d'ingérence. Et Régis Janté, tout de même, on parle de sécurité nationale, là. C'est pas seulement les think tanks, enfin tout ce qui s'est passé en 2016, ça a porté atteinte à la sécurité nationale. Alors il y a eu un rapport Mueller, le rapport Mueller, finalement peu de sanctions au final. On a l'impression que tout ça, et on le voit aussi dans votre documentaire, enfin on est presque étonné du peu d'impact finalement, que ce soit au niveau pénal, au niveau judiciaire, d'une telle ingérence finalement. Absolument. Ce rapport Mueller, qui était donc diligenté par le ministère de la Justice, précisément se basait sur l'argumentation juridique. Donc là, il faut apporter des preuves absolues, si j'ose dire. Et donc ça a rendu la chose très difficile. C'est pour nous une mine d'or. C'est un rapport qui doit faire près d'1 millier de pages, je crois. C'est une mine d'or d'informations très informées qui révèle des emails incroyables. Je me souviens d'un où un ancien mafieux, mais aussi très proche des services de sécurité russes, dit on va pouvoir placer notre homme à Washington, à la Maison-Blanche, je saurais convaincre l'équipe Poutine que c'est lui qu'il faut nous aider dans cette affaire. Donc, et effectivement, mais parce que les preuves, c'est pas suffisant, parce qu'il faut aller encore plus loin, il faut dire par exemple que Trump était conscient de ce qui était en train de se jouer, qu'il a pu être manipulé, et donc on est dans la justice américaine, on peut dire ce qu'on veut des États-Unis, mais c'est quand même une vraie justice, et ça rend la chose beaucoup plus compliquée en effet. Et en termes de sécurité, il y a eu quelques condamnations, mais effectivement, il y a eu un autre rapport du Sénat, lui aussi des centaines, voire des milliers de pages, qui montre aussi les choses et qui va conduire quand même à quelques prises de décision, mais pas rien de très très important en réalité, effectivement, quand on voit l'ampleur de l'opération lancée à ce moment-là. Antoine. Alors, ça a quand même eu des conséquences, tout ça. Trump a dû se débarrasser des gens les plus compromis, se débarrasser politiquement, et les services... Donc on parle de qui, là? Paul Manafort, oui, Manafort, Carter Page, il y en a... Michael Flynn. Michael Flynn, évidemment, un certain nombre. Bon, ça en fait 2-3, quoi. Oui, mais bon, ça a son importance. Et par ailleurs, ce qui est plus important, je crois, les services de renseignement américains sont moins naïfs qu'ils ne l'étaient en 2016. Et c'est la raison pour laquelle, dans les élections suivantes, en 2020, et on peut parler ensuite de 2024, les Russes ont un peu changé de tactique et de technique et sont plus prudents eux aussi. Et donc, par conséquent, auront sans doute un peu moins d'influence que ce qu'ils ont eu en 2016, où là, effectivement, ça a été ravageur, les effets. Oui, puis on a avec des procédures qui étaient assez grossières et qui s'étaient vues de manière assez patente. Ce qui était peut-être le but d'ailleurs. Ce qui pouvait d'ailleurs, oui, parce que ça montrait la capacité d'action et la capacité de puissance. Donc 2024, les choses sont différentes. Les choses sont différentes, mais il y a aussi quelque chose, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que quand on va être dans des stratégies informationnelles ou d'influence, vous avez toujours la capacité du déni plausible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ne serait-ce que 2% de doute et que vous avez quelqu'un qui vous dit oui, mais en fin de compte, non, il n'a pas remonté jusque le président ne savait pas, ou alors c'est de sa volonté propre, vous allez de faire un geste politique de faire ce genre d'action. Donc, sur le rapport Mueller, on était sur une première en plus. Le rapport a été très très long édité, il est extrêmement riche, plus de 1000 pages. Donc on a moins de naïveté et on a un petit peu plus de finesse, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément de structures, de miroirs, voire de prestataires d'influence. Alors feu Yevgeny Prigojine en était un, par exemple, avec ses différentes entreprises pendant très longtemps. Rappelez-vous que le président Poutine
Poutine disait que Wagner et toute la constellation Prigojine n'étaient absolument pas liés, c'était simplement quelqu'un qui agissait par volonté personnelle et par volonté propre avant de le reconnaître. Donc vous pouvez avoir beaucoup de rebonds comme ça, si vous voulez, qui rendent les investigations plus compliquées, plus complexes. On a maintenant une numérisation qui fait que ça demande d'avoir des compétences pour aller trouver les preuves numériques et pour pouvoir remonter le fil, ce que fait par exemple l'agence Viginum, quand ils vont remonter des actions pour alerter sur ce genre de choses. Après, leur rôle n'est pas d'attribuer, si on parle de Viginum, c'est-à-dire que vous lisez les rapports, c'est extrêmement prudent. Et on en revient ensuite à une décision politique et ensuite à comment est-ce que le système juridique s'est adapté à finalement cette nouvelle façon de travailler de l'influence avec des outils qui ont explosé. Enfin, le début les Russes étaient précurseurs et 93. finalement tout le monde est en train un peu de s'adapter à cette guerre Il y a informationnelle. une faille, ils sont rentrés dedans et que leur risque réputationnel, c'est-à-dire passer pour l'État voyou, n'était pas un enjeu quelque part. Et à la limite, au contraire, ça a renforcé l'image de l'homme fort, de cette espèce d'alternative qui s'opposait à une mondialisation critiquée. Juste une petite précision. Beaucoup de cette, et je crois que Christine en conviendra, beaucoup, pour t'avoir entendu le dire, c'est que beaucoup d'informations et des fake news, des fausses informations qui ont été diffusées à l'époque sont d'abord le fait du Parti républicain sous la houlette de Trump. Les Russes viennent en marge, ils ont pu jouer un rôle effectivement non négligeable. Je parle simplement de la sphère d'information et aussi parce qu'ils ont détourné, enfin ils ont piraté des emails très importants, ils ont essayé de les exploiter à des moments clés de la campagne, etc. Mais bon, il y a aussi d'abord une sphère d'information américaine. Il faut se souvenir qu'un des grands conseillers de Trump à l'époque, c'est Steve Bannon, et qui est vraiment un maître, si on peut dire, de la fausse information. Et ça, c'est quand même le gros... Les Russes viennent à la marge, viennent aider, et peuvent jouer un rôle clé parce qu'ils ont aussi travaillé sur ce qu'on appelle le micro-ciblage. C'est que les États-Unis, l'élection se joue en réalité entre 5 et 10 États, et là, ils ont pu contribuer à venir apporter leur aide pour faire basculer l'opinion. Et ce qui est intéressant, c'est quand même ce basculement du Parti républicain. Vous montrez bien dans votre documentaire, Antoine, puisqu'au départ, on parle de Ronald Reagan, donc très anticommuniste. Le Parti républicain est très anticommuniste. Et aujourd'hui, finalement, un Parti républicain pro-russe, c'est quand même assez incroyable. Pour une part d'entre lui, mais effectivement qui a été suffisamment majoritaire pour bloquer l'aide supplémentaire à l'Ukraine, le Parti républicain, il est effectivement travaillé par des logiques idéologiques. L'isolationnisme, c'est quelque chose qui est traditionnel chez les républicains et que Trump partage. Il est également sous l'influence de Donald Trump, il ne faut pas le sous-estimer, et effectivement, très probablement sous l'influence du narratif russe, quels que soient les moyens dont ça arrive. Et juste une dernière chose, pour terminer sur cette question d'évolution de l'ingérence russe, si je devais le résumer ça un peu à gros traits, je dirais que dans les années 80, les soviétiques utilisaient des agents infiltrés pour aller implanter dans des médias américains, des journaux, des fake news qui avaient une diffusion limitée. Dans les années 2016, ils utilisaient à Saint-Pétersbourg ou ailleurs des hackers qui effectivement implantaient dans, là cette fois, Internet et les réseaux sociaux ces informations. Et aujourd'hui, que font-ils ? Eh bien, ils font des virements bancaires depuis la Russie. Ça veut dire que c'est ce qu'on a découvert récemment avec ce réseau qui a été mis à jour par le FBI très récemment, il y a 2 semaines, où effectivement, pour résumer, les Russes se contentaient de faire des chèques à une agence qui gérait des influenceurs sur les réseaux sociaux aux États-Unis, une agence américaine qui gérait des influenceurs aux États-Unis. Et donc, il s'en est fallu de chèques pour finalement avoir un levier sur le débat et sur ce qu'il se disait aux États-Unis de différents sujets, dont l'Ukraine. Une adaptation en fait plus compliquée effectivement de déceler. Alors oui, parce que là, en fait, c'est de l'ingénierie financière. Donc après, il faut suivre la trace de l'argent et pas forcément la trace numérique, l'un n'excluant pas l'autre, parce que parfois, vous avez un peu collusion. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que vous n'allez pas forcément avoir que des gens qui deviennent pro-russes. Vous allez avoir des gens qui partagent un certain nombre d'idées qui sont dans la ligne du pouvoir russe. Et c'est pas forcément qu'il sera d'accord pour tout, mais qui, sur certains points, va potentiellement s'y retrouver, ne se sentira pas pro-russe, mais de facto, pourra prendre une stratégie qui pourrait convenir à la vision géopolitique de Moscou. Alors, intéressant de savoir qu'aujourd'hui, il y a eu les bonnes feuilles qui sont parues du livre de Bob Woodward, la star du Washington Post, celui qui était à l'origine du Watergate à l'époque, qui donc a sorti un livre, va sortir un livre. Et dans les bonnes feuilles, il affirme, Bob
que Vladimir Poutine et Donald Trump se sont parlé 7 fois depuis que Donald Trump a quitté la Maison-Blanche, donc en 2021. Il dit même d'ailleurs que Trump, au mois de janvier de cette année, a appelé Poutine de sa résidence de Mar-a-Lago. Évidemment, c'est totalement démenti par le Kremlin. Et on va écouter Tim Walz, d'ailleurs le colistier de Kamala Harris. C'était hier dans le Nevada. Lorsque nous luttions à cause de l'incompétence de Donald Trump pendant la pandémie de Covid, nous essayions d'obtenir tout le matériel possible, des tests Covid, tout ce que nous pouvions obtenir. Il s'avère en fait que Donald Trump envoyait du matériel à Vladimir Poutine que nous ne pouvions pas obtenir dans nos États, tous les jours. Régis, autre révélation du livre, c'est qu'effectivement Donald Trump aurait envoyé des tests Covid à Vladimir Poutine directement, donc ce qui montre là aussi la proximité entre les deux hommes pendant la période Covid, ce que dénonce Tim Walz. La proximité, ce qui est souvent reproché à Trump par ses opposants bien sûr, mais aussi par disons la communauté du renseignement aux États-Unis, c'est que cette question du Covid, c'est pas simplement de rendre un service à un autre président pour que éventuellement il ait des meilleurs vaccins que ceux qu'il produit en Russie à l'époque, mais il faut se souvenir aussi qu'il y a une vraie guerre géopolitique autour de ces vaccins, où la Russie à la fois va dans la sphère d'information contribuer à renforcer le sentiment, enfin les anti-vax, ceux qui doutent du vaccin, et en même temps va livrer ses propres vaccins en disant les nôtres sont meilleurs. Donc géopolitiquement, on a un Trump à ce moment-là qui a une vraie collusion avec un adversaire qui est en train de nous infliger des coups. Et ça, c'est quand même très important. Vous vous souvenez, la Russie donne des vaccins à l'Italie, par exemple, etc. Donc c'est un fort impact dans l'opinion et qui déstabilise nos pays, en effet. Antoine Wittkin. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Tim Walz, le colistier de Kamala Harris. Oui, alors bon, effectivement, cette question du Covid est un peu anecdotique, mais révélatrice. Et moi, ce qui me frappe, au-delà, bon, il y a eu ensuite effectivement ces coups de téléphone qui préparent quoi d'ailleurs ces coups de téléphone. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils se disent? Qui préparent, que se sont dit Poutine et Trump en janvier? Trump l'a annoncé. De toute façon, Trump a déjà dit. S'il était élu, il réglerait la guerre en Ukraine en une semaine, oui. En poussant tout simplement les Ukrainiens à capituler et à accepter les conditions russes. Comment? En cessant de les soutenir. Bon. Et donc j'imagine que c'est de ça notamment dont il parle, puisque Trump aurait, j'imagine, envie d'avoir cette victoire à ses yeux, puisqu'il ne cesse de parler de ça. Et plus largement, ce qui est frappant, c'est la manière dont, dans cette relation entre les deux hommes, Poutine a manipulé Trump. Et là, je pense qu'on peut parler de manipulation. Une manipulation volontaire de la part de Trump. C'est ça qui est compliqué, c'est que Trump est probablement beaucoup moins idiot que ce qu'on pense, souvent, et qu'il a parfaitement conscience de leurs intérêts communs. Sur un point en particulier, qui est la question de l'Ukraine. C'est-à-dire que Poutine est parvenu à faire croire, ou en tout cas à donner un argument, à offrir sur un plateau un argument à Trump, qui était que tous les problèmes qu'il avait à cause de l'ingérence électorale de 2016, dont on parle, qui était un problème politique pour lui, parce que vous imaginez bien que quand vous vous présentez comme un président de America First, c'est un problème de devoir son élection pour partie à la Russie. Eh bien, il lui a amené sur un plateau une théorie selon laquelle ce n'était pas la Russie, mais l'Ukraine de Poroshenko puis Zelensky qui était à l'origine de ces problèmes et qui s'était ingéré dans les élections américaines au nom d'un scénario évidemment totalement invraisemblable. Et Trump a acheté ce scénario. Mais ça a eu des conséquences. Ça veut dire que, évidemment, ça a été un des sujets de la campagne de 2020. Ça a hystérisé ces troupes qui étaient remontées en permanence contre l'Ukraine, puisque Trump est à leurs yeux une sorte de demi-dieu. Donc tout ça a eu des conséquences. Et donc, évidemment, si Trump revient au pouvoir, on a bien compris qu'il était assez mal disposé envers les Ukrainiens. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, de cette manipulation entre quatre yeux, entre Trump et Poutine, qui ont un intérêt commun, et en même temps, Trump se fait également manipuler volontairement par Poutine. Et on va écouter justement Kamala Harris. Poutine trônerait à Kiev en ce moment même si Donald Trump était président. Il dit « Oh, je peux y mettre fin dès le premier jour ». Vous savez ce que c'est? Il s'agit d'une capitulation. Christine Degoin, donc elle le dit bien. Là, effectivement, il y a une vraie divergence entre Kamala Harris, qui est plutôt dans la prolongation de la politique de Joe Biden à l'égard des Ukrainiens, et Donald Trump. Elle dit ils lâcheront les Ukrainiens. Et d'ailleurs, Moscou
serait déjà à Kiev. C'est ce qu'elle a dit, Kamala Harris. Donc c'est un vrai enjeu politique, de géopolitique. Alors, c'en est un, et puis ça fait écho à ce que disait Stoltenberg quand il a quitté son poste. Secrétaire général de l'OTAN. Et voilà, le dernier, en expliquant qu'on peut effectivement facilement arrêter un conflit si on est sur une capitulation, et que par contre, un accord prendrait beaucoup plus de temps. Et à ce titre-là, il aurait été probablement intéressant d'assister au premier tête-à-tête qui a eu lieu depuis 4 ans entre le président Zelensky et le candidat Trump, sachant qu'ils ont un passif personnel assez lourd. On se rappelle des coups de téléphone et de la pression que l'on avait pu avoir. Je sais que Régis, tu as beaucoup travaillé dessus. Et puis des moments où le président Trump dit qu'il a de bonnes relations, l'ancien président Trump avec le président Poutine, qui est un homme intelligent. Et on sent comme une forme de malaise sur ce genre de déclaration, sachant qu'il avait qualifié Zelensky de vendeur quand il était venu, notamment aux États-Unis, avec l'expression du begging for ammo, c'est-à-dire de mendier pour avoir du matériel militaire. Voilà, au moment où il est allé aux États-Unis pour essayer donc d'avoir plus de matériel militaire. Régis, vous écrivez l'élection de Trump pour aller jusqu'à démanteler l'architecture de sécurité de l'Europe. Voilà où on en arrive finalement, c'est le point final de ces 40 ans de collusion. Absolument. Et effectivement, en 87, septembre 1987, Trump paie 94 000 € et quelques dollars pour publier dans 3 grands journaux américains cette idée, cette lettre ouverte qu'il faut cesser de financer, que l'Amérique doit cesser de payer pour les autres, les partenaires de l'OTAN et le Japon à l'époque. Donc effectivement, on sent cette constante, et c'est le cœur de notre problématique aujourd'hui, effectivement, parce que l'OTAN, c'est quand même ce qui défend l'Europe, ce qui lui permet de tenir, sachant qu'on a une vraie constante dans l'histoire russe et soviétique, disons, d'une sorte d'obsession sécuritaire vis-à-vis de l'Europe. Il faut mettre la main, il faut démanteler le système, l'architecture de sécurité européenne, et il faut prendre le contrôle de l'Europe. Il faut se souvenir que c'est ce que veut Staline, et les négociations de Yalta sont autour de cette question. Il faut se souvenir c'était révélé par des dossiers déclassifiés des organes de sécurité américains, Yeltsin qui dit à Clinton « Donne-moi l'Europe ». C'est pour les Russes, c'est sur mon continent. Donc on voit cette constante, et Poutine en ce sens est dans la continuation de l'histoire russe. Donc ça, c'est vraiment une question extrêmement importante qui se joue là avec cette élection, en effet. Et Trump sous influence quand même sur cette histoire cette idée de l'OTAN, qui va remettre évidemment, qu'il remet déjà pendant la campagne sur la table. Absolument, oui, il est constant. Régis a entièrement raison. L'Europe, c'est central. L'Ukraine, c'est une autre dimension de la question européenne. Mais l'Ukraine, à très court terme, pour le coup, risque de faire les frais, d'être la victime de ce dont on parle ce soir, effectivement. Et ensuite l'Europe, effectivement. Christine. Oui, un dernier point, c'est qu'il y a une conscience de ce risque-là, et qu'on a une administration et puis d'autres structures, notamment otaniennes, qui essayent de mettre en place des systèmes de protection, de préservation. On parle de Trump-proofisation. Trump-proofisation au sein de l'OTAN. On parle alors pas forcément, mais aussi au sein de l'administration américaine, pour essayer de limiter une capacité notamment de retrait de l'Alliance si le président Trump venait, si l'ancien président Trump redevenait président, pour essayer de pouvoir limiter une capacité de nuisance en ayant des moyens de tempérer. Donc c'est un travail qui est mené et que d'autres think tanks notamment font des propositions pour voir comment essayer de limiter ces actions qui pourraient affaiblir l'Alliance, qui pourraient diviser les membres de l'Alliance et qui auraient des conséquences directes au niveau de l'Ukraine. Merci beaucoup Christine Dugouin. Antoine Wittkin, donc la sortie de votre documentaire Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique, ça sera diffusé sur France 5 le 20 octobre à 20h50. Merci Régis Janté, donc votre livre Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes, ça sort la semaine prochaine, le 16 octobre, chez Grasset. Merci aussi d'avoir participé à cette émission passionnante. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous la retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux, en podcast, et à demain.